De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Comme je vous l'annonçais précédemment avant la coupure pub, je reçois ce soir notamment Samuel Casaumont de l'école de prévention et secourisme de Guadeloupe. Bonjour. Bien, bonjour. Bonjour du bonsoir d'ailleurs. Mais nous avons aussi Johnny Désir qui est enseignant, représentant du Coreca et qui va nous parler d'une action de solidarité justement qui va être réalisée très prochainement pour la reconstruction de cette île fortement endommagée. Avant de parler justement de solidarité envers Haïti et de prévention de risques naturels, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de l'actualité. Première question, un petit sujet. Il y a un hashtag qui est sorti sur les réseaux sociaux qui est Balance ton port. Donc c'est une façon pour les femmes de se mobiliser contre le harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose de très présent dans notre société toujours? Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau national où il fallait que ça se libère. Les femmes dans les métros, dans les rues sont interpellées de manière un peu subjective. Donc naturellement, il faut libérer la parole, il faut encourager les femmes à aller plus loin, à faire des mains courantes, à déposer plainte quand les choses deviennent sur un plan du pénal. Maintenant, ici en Guadeloupe, on a une culture par rapport au rapport homme-femme qui peut être un peu plus compliqué. Ça veut dire que sur un plan culturel, il faut que nous aussi, on intègre le respect de la femme. J'ai moi-même deux petites filles à la maison et je suis soucieux par rapport à l'égard que la gente masculine aura pour elle. J'ai été élevé dans un monde de femmes, donc naturellement, on a beau être des séducteurs, nous, Guadeloupéens, il ne faut pas qu'on se le cache. Ah ben, on peut être des séducteurs nés, mais avec respect. Et puis, un dernier mot là-dessus, c'est dommage que cette affaire jette l'opprobre sur l'homme, entre guillemets, qui perd son grand H pour... je trouve que ça dévalorise l'homme, puisque 100% des femmes sont victimes de ce type d'accroche un peu négative, sauf que 100% des hommes ne sont pas forcément des harceleurs. Justement, parfois ça peut être, bon, on voit ça de façon anodine, on va faire une réflexion à une femme pour lui dire qu'elle est charmante, qu'elle est jolie, bon, que certains aspects de son physique sont plus ou moins plaisants. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur cet aspect-là. Mais et les hommes en Guadeloupe, ils ne sont pas harcelés. Moi, par exemple, dans votre cas, monsieur Casaumont, j'ai déjà entendu des femmes parler derrière votre dos. Ah oui? Donc, oui. C'est bien, ça veut dire qu'il y a encore de l'argus, comme on dit. Oui, je peux vous le dire, justement. Et les femmes ne sont pas non plus tendres, parfois, dans leurs propos, dans leur façon d'être avec les hommes. Non, pourquoi nous, ça compte pas? Je pense pas. Sincèrement, moi, je suis un homme, donc forcément, les conversations sexistes au pied des immeubles, j'y assiste. En général, nous les garçons, on est un peu gore, on est un peu mécanique, on est un peu agricole. Excusez-moi, je pense que nos femmes sont légèrement plus subtiles. Et c'est ça le problème de société, c'est que les femmes évoluent un peu plus vite. Alors je vais le dire à voix douce. Mettez un garçon de 12 ans et une jeune fille de 12 ans. Le garçon à 12 ans, il joue encore au foot avec les copains. La fille de 12 ans, elle perçoit déjà ses premières règles. Dans sa tête, elle est déjà une maman potentielle. Donc vous voyez que ce n'est pas les mêmes automatismes. Il faut que nous, garçons, on rattrape ce retard. Qu'on rattrape cette forme d'évolution grâce à l'éducation. Et encore une fois, moi j'ai eu la chance d'avoir une éducation un peu de complicité avec ma maman qui me racontait, écoute, à l'époque on m'appelait Titi, Titi, tu sais, les femmes, elles aspirent à ça, si tu veux les convaincre, il faudra... Sauf que il faut vraiment que dans le rapport de dialogue, de communication, que l'éducation soit au centre. Monsieur Désir, vous pensez que les femmes ont raison de se plaindre du harcèlement des hommes? Elles ne se plaignent pas, elles réclament tout simplement la place en fait qu'elles méritent de la société. Donc on ne doit pas être jugé pour ce qu'on est, d'accord? Ouais, mais on est dans une société qui est assez visuelle, où on met beaucoup les attributs féminins en avant. Qu'est-ce qui nous attribue le droit de juger une femme, de dire ci ou ça, je ne sais pas. Moi on ne m'a pas donné ce droit-là. C'est une question d'éducation. Moi, j'ai toujours été élevé par des femmes. En fait, j'ai été élevé par des femmes. Chez moi, il y a toujours eu que des femmes de toutes les façons. Donc, je n'ai aucun a priori dessus. Et je ne pense pas
voilà, qu'on ait de quelque droit que ce soit pour juger les femmes, avoir des réflexions sexistes. C'est vrai que bon, on est hommes entre nous des fois. Voilà, mais il ne faut pas que ça dépasse plus que c'est. Non, c'est que les hommes entre eux aiment bien faire les coqs, bon, on fait les beaux. Tout à fait, ça. On dit beaucoup de choses, mais bon. Il y a un côté naturel de la chose, mais après, il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas que ça aille plus loin, quoi. Il faut rappeler une chose, le sexe fort, c'est pas l'homme. Hein, il faut le rappeler. Et une fois qu'on a dit ça, non mais il faut le dire quand même. Elles vont comprendre, c'est pas bon pour nous. Une fois que c'est dit, bon voilà, on revient vite à la réalité. Non, dans la manière d'aborder les choses, il faut que nous masculins, on apprenne à mettre un peu de velours parce que c'est beau la séduction. Il n'y a plus le temps, monsieur Casomo. Apparemment, le temps presse. Non, c'est plus d'actualité, ça. Non, il faut prendre le temps justement. En tout cas, on espère que le message va passer. C'est vrai que beaucoup de femmes ont à se plaindre. Nous, on ne le voit pas forcément comme ça, puisque pour nous, ce sont de bonnes attentions parfois. Mais elles peuvent trouver ça un petit peu saoulant, comme on dit, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il faut être véatif, il faut faire attention. Alors, on passe sur un autre niveau de violence. C'est vrai que les 2 dernières semaines ont été très compliquées sur le département, entre les crimes, les braquages. Bon, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. On a fait un petit micro-trottoir dans les rues où on a vu qu'il y avait une psychose qui s'installait justement plus pour les femmes qui ont peur, qui commencent à avoir peur de sortir de chez elles. J'aimerais que, si possible, vous proposiez des solutions pour essayer justement de revenir à un climat plus apaisé ici en Guadeloupe, cibler un petit peu le problème, la racine du problème, et si vous avez une solution, M. Cazot. Alors, en quelques secondes, ça va être un peu juste, mais on va essayer. J'ai tendance à dire qu'on ne regarde pas du bon côté. Là, on fait un zoom, on donne un coup de projecteur sur ces jeunes qui ont besoin de s'exprimer, qui ne peuvent s'exprimer que par la violence. Bon, ça c'est un fait. Dans toute société moderne, eh bien, il y a de la violence, il y a de la délinquance. Le problème, selon moi, c'est qu'on devrait, nous tous, acteurs médiatiques, acteurs de terrain, acteurs éducatifs, placer le curseur sur tous ces jeunes qui ont une bonne verticalité, qui ont envie d'apporter quelque chose de positif. Et si on fait ce travail de pédagogie et de valorisation, déjà ça va inverser la tendance parce que la nature n'aime pas le vide. Si on ne valorise pas ceux qui font, ben forcément, la minorité bouillante prend le pas. Donc j'ai envie de vous dire, faisons l'inverse. Le petit jeune qui n'a pas de moyens, qui n'est pas très fort à l'école, mais il peut jouer boulet-vent, il est déterminé, il a vie en menuisier ou en boulanger. En nous baille force là. Commençons par là. Et puis après, il y aura toujours des faits d'actualité. Mais arrêtons de mettre le coup de projecteur uniquement sur les faits sanglants. Valorisons plus tous ces jeunes qui sont dans une bonne verticalité. On voudrait bien passer outre. Certains aimeraient bien vivre dans un monde de bisounours où tout se passe bien, mais on a les réseaux sociaux qui nous rattrapent. Je pense que M. Désiré doit faire face à ça aussi en milieu scolaire, où l'information circule très vite au niveau des jeunes. Donc effectivement, comment faire abstraction de ça? On ne peut pas faire abstraction de ça, il faut vivre avec. Il faut vivre avec tout simplement et regarder en fait ce qui se passe ailleurs, pourquoi ça fonctionne mieux ailleurs qu'ici. La bonne question, c'est est-ce que ça fonctionne vraiment mieux ailleurs qu'ici? Parce que comme dit M. Casomont, la violence elle est un petit peu généralisée, on ne va pas se stigmatiser. Elle est un petit peu généralisée, il n'y a pas qu'en Guadeloupe, elle est un petit peu partout, mais à certains endroits quand même, elle est moindre. D'accord? Donc il faut regarder, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, ces jeunes-là? Pourquoi ils sont aussi violents? Pourquoi ils réagissent de cette façon-là? D'accord? Et ainsi de suite, essayer de chercher. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'une solution, donc le problème est complexe. Mais est-ce que vous comprenez, vous, d'où vient la violence de vos élèves, par exemple? Vous devez avoir quelques cas, forcément. Si, il y en a forcément. Mais après, c'est une question d'éducation, de milieu social, de l'environnement, tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est complexe. C'est complexe, on ne peut pas regarder le problème sous un seul angle, quoi. C'est complexe. Donc il faut regarder, se poser les bonnes questions, regarder ce qui se passe de bien ailleurs et ce qui peut se faire de mieux aussi chez nous, essayer de faire un mix de tout ça pour essayer d'apporter des solutions. Essayer au moins de trouver de bons exemples. De bons exemples, voilà. Donc forcément, il y en a, et ce ne sont pas des mauvais éléments. On ne dit pas que ce sont des mauvais éléments, ils sont pas nés violents.
Donc, s'ils ne sont pas nés violents, donc ça veut dire que forcément, il y a des solutions. C'est la société et l'éducation d'autre part, effectivement. L'éducation, le monde dans lequel ils vivent, leur frustration, tout ça, c'est complexe. Hein. Ce matin, on a, au niveau national, beaucoup parlé de la police de sécurité et de proximité, police de sécurité au quotidien. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche. Pourquoi ? Parce que, quelque part, dans la relation force de l'ordre habitant, je crois qu'il y a quelque chose à reconstruire. Ah, complètement. Il y a quelque chose à reconstruire parce que, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, on est sur un petit département où on peut jouer sur la proximité, on peut jouer sur le dialogue, et puis on peut faire de l'anticipation par rapport à la prévention de la délinquance. Je donne juste un exemple. Ce gouvernement a émis le souhait de pouvoir placer un jeune déviant, peut-être récidiviste, hors de son territoire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a peut-être pas commis de délit, mais quelqu'un qui est dans une mouvance un peu négative. C'est-à-dire, tu habites à Pointe-à-Pitre, tu es dans une logique de gang et tout. Bon, on te délocalise. On te délocalise. Centre de formation, je dis une bêtise, à Saint-Jean-Bosco ou RSMA à huis clos. Et forcément, les années passent. Ce jeune qui devient papa peut avoir un déclic à un certain moment de sa vie. Mon voisin disait à juste titre qu'à un certain moment, il faut qu'on soit d'accord, nos jeunes ne naissent pas délinquants. Ça veut dire que c'est leur environnement qui pose aussi problème par rapport à la drogue, par rapport à la circulation facile des armes et des armes à feu, par rapport à l'alcool, par rapport à l'environnement amical qui n'est pas toujours très sain. Donc tout ça pour vous dire que avec cette nouvelle police de proximité, en collaboration avec les travailleurs sociaux qui font un travail magnifique, il faut le dire, je pense que ce ne sera pas la solution, mais au moins les mamans qui souffrent, parce qu'il faut l'entendre aussi, cette souffrance des parents, auront peut-être un brin de répit. Les parents qui souffrent, les enseignants aussi, qui sont les premières cibles. On espère en tout cas qu'on va explorer ce genre de pistes pour essayer de lutter contre ce problème qui devient... qui gangrène vraiment notre société. Et pour ce faire, effectivement, le gouvernement a lancé les assises des Outre-mer qui ont débuté lundi, qui ont été lancées lundi, donc avant hier. Je ne sais pas s'il va y avoir un volet social, mais a priori, en théorie, oui, il devrait y en avoir un forcément. Est-ce que vous pensez que ces assises auront une quelconque utilité, Monsieur Désiré, pour votre part ? Est-ce que vous êtes déjà penché sur la question ? Ça vient de commencer. Ça vient de commencer, on attendra leurs conclusions. Déjà, si conclusions il y a. Si conclusions il y a, donc forcément il y en aura. Donc il y en aura des conclusions et ensuite d'essayer d'apporter des réponses à ces conclusions. Donc on attendra pour voir. Mais si c'est fait, c'est normalement dans le but pour essayer d'améliorer les choses, d'accord, d'apporter des réponses concrètes. D'accord, donc par rapport à ces violences au niveau de la jeunesse, donc il y a aussi la stigmatisation des jeunes, quoi. Donc on est stigmatisé tout le temps, on est mal vu. Après, on s'accepte finalement, on finit par s'imprégner de cette idée négative qui tourne autour de soi. Donc finalement, je suis bad, je suis méchant, donc voilà quoi. Il n'y a rien à faire. Tout le monde me voit comme tel, donc je suis comme ça. De toute façon, il n'y a rien à faire. Et les jeunes ils disent souvent ça. De toutes les façons, voilà, ça veut dire que même quand je fais ci, je fais ça, vous allez me regarder avec vos regards que je ne suis pas bon, je suis mauvais, etc. Donc c'est ça qu'il faut essayer de changer aussi. Donc au niveau des assises, donc on attendra, on ne va pas anticiper sur les choses. Donc on attendra pour voir qu'est-ce que ça va apporter. En tout cas, vous êtes plus ou moins confiants, mais il y a ceux qui anticipent déjà sur les non-débouchés, on va dire, de ces assises. Parce que c'est vrai qu'en 2009, on a eu les états généraux, on a eu des vagues, on a eu le projet Guadeloupéen de société qui n'a pas abouti. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude un peu d'avoir des réunions comme ça au sommet où on veut tenter de régler les problèmes, mais les montagnes accouchent de souris et rien ne se passe. Est-ce que vous pensez sincèrement, M. Casaumont, que le candidat que vous avez soutenu, je tiens à le rappeler, qu'il fera effectivement une véritable démarche, donc assise d'une part, concertation d'une part, mais bilan chiffré aussi d'autre part et crédit accordé. Vous y croyez ? Bien. Alors, déjà, essayons de comprendre les choses.
est-ce que les assises des Outre-mer vont provoquer une grosse mobilisation populaire? Il ne faut pas... Vous en doutez, ça a déjà... Voilà, ça, je me permets d'être crédible. Je pense qu'on n'aura pas une grosse vague populaire en termes d'adhésion. Mais nous sommes quand même condamnés à réussir cette consultation publique-là. Pourquoi? On est face à un gouvernement technique, un gouvernement pragmatique. Alors, ça veut dire que, d'une certaine manière, l'équipe gouvernementale nous fait un aveu en nous disant, bon ben, nous connaissons pas très bien les Outre-mer. Il faut le dire ça. Nous ne connaissons pas forcément très bien les Outre-mer. Donc nous pensons que la politique Outre-mer passe par votre avis. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous mettez en priorité? Donc, ok, la population ne va pas forcément se déplacer en masse, mais les personnes comme nous, éclairés, qui ont une vision d'avenir, nous sommes donc condamnés à contribuer à la réussite de ce chantier. Contrairement au projet guadeloupéen de société, là, c'est pas un remue-ménage intellectuel où il est question de penser la Guadeloupe, il est question aussi de déposer sur la table des projets concrets, réalistes, évaluables pour une graduation dans le temps. Donc là, la méthodologie, elle est très technique, très pragmatique. Personnellement, j'y crois parce que la politique outre-mer d'Emmanuel Macron est d'abord basée sur ses assises. Basé sur ses assises, mais il a envoyé un très mauvais signal avec les contrats aidés. Des contrats aidés. Donc ça ne laisse pas forcément augurer de bonnes choses pour la suite des événements. C'est ce qui inquiète aussi beaucoup de Guadeloupéens. Qu'il est pragmatique certes, mais il est très dans la rationalisation des dépenses et que ce qui doit y passer, il passera en gros. On savait déjà que la situation était difficile. Ça, on peut le lui accorder. Il y a eu peut-être un couac par rapport aux Outre-mer, c'est-à-dire il y a un robinet qui s'est fermé trop brutalement. Même au niveau national, je peux l'avouer, le robinet s'est fermé beaucoup trop brutalement. Par contre, l'objectif est intéressant, c'est-à-dire diminuer sur les emplois subventionnés pour augmenter les emplois durables. Et là, je peux être en synergie avec cette équipe gouvernementale quand il est question d'emplois durables. Moi qui suis employeur dans une structure d'insertion par l'activité économique, ça me parle cette notion d'emploi durable. Maintenant, il y a eu un rétropédalage qui s'est fait quand les élus guadeloupéens ont poussé un coup de gueule à l'unisson en disant non à ce bis-bis. Moi, j'adhère, sauf que je demande aux élus guadeloupéens de s'asseoir aussi autour de la table pour construire ensemble. On sait se mettre d'accord pour dire non à l'unisson. On devrait être d'accord aussi pour s'asseoir autour de la table et construire un projet durable pour la Guadeloupe. Un projet durable, on veut des emplois durables, on les veut également, mais c'est vrai qu'avec l'évolution sociétale et mondiale, puisqu'on va arriver dans un marché du travail qui sera un peu plus flexible, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là. Donc emploi durable, on ne sait pas, mais c'est vrai que défendre des contrats précaires, ça peut paraître un peu étrange, mais vu que c'est tout ce qu'on leur propose. Surtout, c'est un outil de clientélisme. Politique, très souvent. Donc il faut quelque part, il faut progressivement changer ces pratiques clientélistes, ces pratiques en c'est bon mon intel, etc. Les difficultés font que ça engendre ce climat de défiance. Et ce climat de défiance, justement, fait que la participation qui est nécessaire pour avancer sur ce chantier des assises, voilà, c'est pour ça que, de manière paradoxale, pour la réussite de ces assises, il aurait fallu une vague d'adhésion. Malheureusement, il faudra vraiment que les chefs d'entreprise, que les responsables associatifs et surtout que les élus s'emparent de cette consultation publique vraiment pour monter au créneau et pour proposer des choses concrètes.
élu qui avait menacé avant la coupure pub de boycotter ces assises des Outre-mer. Bon, finalement, on a vu que certains d'entre eux ont participé à l'ouverture, mais il y a quelque chose qui va poser un couac dans les mois à venir, c'est que le gouvernement a effectivement fait marche arrière sur cette décision d'arrêt brutal, mais on parle de contrat aidé maintenu jusqu'à 2017. 2017 se finit dans 2 mois, donc je pense que le problème se reposera en janvier 2018, mais bon, ça, ce sera une autre paire de manches. On se quitte pour une petite page de publicité, on revient avec nos invités, et cette fois-ci, nous parlerons de l'opération de la collecte de 3000 tôles organisée notamment par les enseignants du département en faveur de la Dominique, et nous parlerons aussi de prévention de risques naturels, parce que c'est vrai qu'on est confronté à eux, mais on n'est pas toujours prêt, on a pu le constater encore dernièrement, et ce sera avec Samuel Cazou. A tout de suite.